On a aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas sioniste, qui n'est rien finalement idéologiquement, qui n'est pas attaché à la démocratie, qui n'est pas attaché à l'OTAN, qui n'est pas attaché à l'alliance avec les pays démocratiques, et qui semble d'ailleurs donner plus d'importance à ses ennemis qu'à ses alliés. Et c'est une catastrophe sans précédent pour les États-Unis d'Amérique, dont les conséquences vont être lourdes pendant longtemps. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Tobman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On est heureux que vous soyez ici en Israël, de passage. Et on voudrait avoir d'abord votre appréciation. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas que vous êtes expert dans le dossier iranien, journaliste et écrivain. Et avec vous, je voudrais savoir d'abord vers où on se dirige dans ces négociations entre les Américains et les Iraniens. On a l'impression qu'il y a une sorte de, on va dire, on va dire pour l'instant, en tout cas pas de progrès, on va dire dans les négociations, pas véritablement de progrès. On ne sait pas où ça va. Et on a visiblement le sentiment que le président américain est prêt à aller très loin pour satisfaire les Iraniens. Comment on est arrivé à une telle situation ? Oui, alors d'abord, concernant ma présence ici, je ne suis pas de passage, même si je n'habite pas toute l'année à Bat Yam. Je suis citoyen israélien et je suis très heureux d'être israélien et je suis toujours très heureux quand je suis ici et j'espère que dans les prochains mois, ma vie personnelle et celle de mon épouse nous permettront d'être beaucoup plus souvent ici. On l'espère avec vous. Ces dernières années, voilà. On l'espère avec vous. Alors, écoutez, la bonne nouvelle du matin par rapport à la guerre en Iran, parce que pour moi, la guerre n'est pas terminée. C'est les manifestations de lycéens. C'est ça. Alors, c'est un tout petit phénomène, mais parfois, ce sont des petits phénomènes annonciateurs d'autres événements qui peuvent retourner le cours de l'histoire. Des lycéens iraniens ont manifesté dans plusieurs villes. Alors, n'exagérons pas le phénomène, ne prenons pas nos désirs pour des réalités, mais cela nous rappelle que la solution... la vraie solution, elle sera dans les mains du peuple iranien. On voit à quel point, sur le plan technique, il est difficile, c'est pas moi qui le dis, c'est le président des États-Unis qui dit qu'il est impossible, il vient de s'apercevoir qu'il est impossible d'extraire et d'exporter ailleurs les 480 kg d'uranium enrichi. Donc, si on ne peut pas régler le problème uniquement par la voie militaire, eh bien, il faut aider les Iraniens à renverser le régime et à ce moment-là, évidemment, un régime qui aura d'autres ambitions, je l'espère, forcément, que de détruire Israël, que de mettre le feu à la région et que de prendre le leadership sur l'islam, parce que c'est aussi ça, le régime islamique iranien, c'est un régime qui est aussi dirigé contre les pays arabes sunnites de la région et ailleurs. Mais on est d'accord qu'on a véritablement le sentiment que Trump est prêt à aller très loin pour signer un accord. C'est-à-dire, on va dire, la conversation très difficile qu'il a eue la semaine dernière avec Benyamin Netanyahou semble le prouver. C'est-à-dire, le président américain laisse les Iraniens menacer même Israël de représailles si l'armée israélienne devait frapper le sud de Beyrouth. C'est-à-dire... On est dans un cas de figure totalement ubuesque, quoi, presque. On est dans un cas de figure ubuesque et scandaleux. Je me permets de vous rappeler, cher Daniel, qu'il y a 2 ans, sur votre antenne, je défendais le bon président Biden, parce que le président Biden était un vrai ami d'Israël. Le président Biden est un ami des Juifs, un ami du sionisme et des sionistes depuis toujours. Et il avait toujours alors après, il a prêché la prudence à Israël, mais il n'a jamais arrêté d'envoyer des armes. Et on avait un bon président américain. On a aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas sioniste, qui n'est rien finalement idéologiquement, qui n'est pas attaché à la démocratie, qui n'est pas attaché à l'OTAN, qui n'est pas attaché à l'alliance avec les pays démocratiques, et qui semble d'ailleurs donner plus d'importance à ses ennemis qu'à ses alliés. Et c'est une catastrophe sans précédent pour les États-Unis d'Amérique, dont les conséquences vont être lourdes pendant longtemps, sur le plan politique, diplomatique, économique, etc. Quel crédit peut-on apporter à ce pays qui abandonne tous ses alliés, qui traite Zelensky comme un larbin, qui insulte Netanyahou et qui le fait savoir? Parce que qu'il ait insulté Netanyahou au téléphone, ça peut arriver, ça, entre chefs d'État, mais qu'il le fasse savoir.
qui prend un malin plaisir à humilier ses propres alliés, c'est très très grave parce que la parole de l'Amérique est discréditée. Et quant aux conditions sur lesquelles aujourd'hui il dit qu'il peut y avoir un accord, c'est des conditions qui sont complètement folles, puisque rappelons que le JCPOA, l'accord signé pas seulement par Obama, mais par les cinq grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, cet accord, que j'avais d'ailleurs critiqué ici, parce que pour plusieurs raisons, dont la France d'ailleurs avait été plus critique que les États-Unis sur le plutonium, sur les missiles balistiques, etc. Cet accord, Donald Trump l'a déchiré en 2018 en disant qu'il n'était pas suffisant. OK, mais on va arriver à un accord qui sera bien plus intéressant pour les Iraniens sur le plan du nucléaire. Mais c'est-à-dire, il n'y a personne qui parle, qui murmure à l'oreille de Donald Trump, qui dit que son attitude, elle est en train d'abord de discréditer les États-Unis et justement de redéfinir on va dire, les rapports de force au Proche et Moyen-Orient. On le voit même avec des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont en train peut-être de chercher des alliances alternatives avec le Pakistan, avec la Turquie, etc. C'est-à-dire, personne ne murmure à l'oreille de Donald Trump et lui dit attention, on va trop loin, ou attention, il faut les Iraniens se moquent de nous? Bah écoutez, là, moi je suis mal placé. Je n'ai pas l'oreille de Donald Trump et je pense qu'il ne m'écouterait pas. Non, ce qui est dramatique, c'est que toute cette architecture, finalement construite d'ailleurs par Donald Trump lui-même, les accords d'Abraham, qui étaient, tout le monde l'a reconnu, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, c'était une bonne chose. L'intégration d'Israël dans la région, même si la question palestinienne n'avait pas été intégrée, mais ces accords d'Abraham reposaient sur le fait, quand même, qu'Israël pouvait se substituer aux États-Unis pour défendre les pays du Golfe contre l'ennemi commun iranien. Et dès lors que Israël est abandonné par les États-Unis, quel sera le crédit d'Israël auprès des pays du Golfe? On voit déjà se dessiner de leur côté une volonté de réconciliation avec l'Iran. On les voit aussi se tourner vers la Chine. Donc, c'est une catastrophe pour l'Amérique, c'est une catastrophe pour le monde démocratique, et c'est aussi surtout une catastrophe pour Israël, qui risque de se retrouver très isolé. Vous pensez qu'il y a encore une possibilité de revenir en arrière, une possibilité où un cas de figure où Donald Trump taperait du poing sur la table après avoir compris qu'il est en train de se faire mener en bateau par les Iraniens? Alors, oui, alors moi je pense que la guerre n'est pas finie. D'ailleurs, on ne parle pas de fin de la guerre, on parle de trêve, on parle de cessez-le-feu, etc. Le président Trump est un homme qui n'est pas, c'est pas un politique, c'est un homme, je veux dire, qui n'a rien à voir avec les présidents américains qu'on a connus, qui avaient une stratégie, qui avaient une vision du monde, qu'on pouvait discuter. George Bush, fils, il avait une vision du monde. Quand il a fait la guerre en Irak, qui a été controversée, il a monté une coalition. Il a réuni les Espagnols, les Britanniques, etc. Les Français n'ont pas voulu. Mais là, aujourd'hui, vous voyez, les dirigeants américains engueulent les Européens, engueulent l'OTAN en disant « vous n'êtes pas avec nous ». Mais est-ce qu'on les a traités correctement? Est-ce qu'on leur a proposé d'aller intervenir aussi ou de soutenir cette intervention et de discuter des buts de l'opération? Donc, de toute façon, une guerre qui n'a pas de but, est une guerre qui forcément est perdue. Là, il y avait deux buts qui semblaient logiques et cohérents. C'était détruire le potentiel militaire ou le réduire considérablement le potentiel militaire conventionnel, missiles balistiques, drones, plus difficile les drones, et nucléaire, et puis permettre au peuple iranien, qui est notre allié, qui est l'allié de la démocratie, qui est l'allié du monde occidental, qui est l'allié des Israéliens, permettre au peuple iranien qui ne cesse de se révolter tous les 2 ou 3 ans depuis 47 ans, lui permettre de renverser ce régime. Et d'ailleurs, une des graves fautes, une des plus grandes fautes du président Trump, c'est d'avoir abandonné les Iraniens, les avoir envoyés à la mort. Lorsqu'en janvier, il leur a dit « l'aide arrive, allez-y, prenez les institutions », les Iraniens y ont cru. Et les 30 000 ou 40 000 qui sont morts ce jour-là, ou ces jours-là, en 2 ou 3 jours, c'était les leaders de la contestation. Alors je veux bien qu'on dise maintenant, les Iraniens, ils ne bougent pas, etc.
mais mettez-vous à leur place. En qui peuvent-ils avoir confiance aujourd'hui? Donc, Trump a trahi les Iraniens, il abandonne Israël. Maintenant, je vais vous dire, l'histoire n'est pas finie, parce qu'une telle faiblesse de la part de Trump va entraîner des conséquences disproportionnées. C'est-à-dire que les Iraniens, qui sont des gens, les Iraniens, le dirigeant iranien, ils sont apocalyptiques. Et ce ne sont pas des gens rationnels. Ils veulent pas, ils se battent pas pour un territoire, ils se battent pas pour améliorer la situation de leur population, ils se battent pas pour que les sanctions soient levées et pour relancer leur économie. Tout ça, c'est pas sérieux. Ils sont apocalyptiques. Et eux, s'il y a la guerre, s'il y a des morts, s'il y a des destructions, pour eux, c'est le prélude. Divin. Voilà. Donc, je pense qu'ils risquent voyant la faiblesse de l'Amérique, il risque d'y avoir une provocation qui fera que l'Amérique, peut-être, réagira de manière disproportionnée. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, faute d'avoir contenu l'ennemi, qui d'ailleurs, depuis 2 mois de cessez-le-feu, a commencé à se réarmer. Le cessez-le-feu, cette trêve, permet au régime islamique iranien de se réarmer et de se préparer pour la prochaine bataille. Ouais. Seule éclaircie dans le tableau, ce qui se passe au Liban, où les autorités libanaises veulent faire la paix avec Israël. La majorité de la population libanaise, excepté les chiites, mais qui sont sous la pression du Hezbollah, veut faire la paix avec Israël. Et là, on voit très bien, et le président Aoun l'a dit, et ça, il risque sa vie, le président Aoun. Il a dit l'ennemi principal, c'est le Hezbollah. C'est l'Iran. Et donc, de notre point de vue, du point de vue israélien, je pense qu'on doit aussi faire attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire ce peuple libanais qui aujourd'hui considère que une grande partie de ces Libanais considèrent que l'envahisseur, c'est l'Iran. Il ne faut pas que nous devenions les envahisseurs du Liban. Il faut que nous soyons les alliés des Libanais, et il faut une coalition internationale pour permettre à l'armée libanaise d'écraser le Hezbollah. C'est pas à Israël de faire le gendarme partout. Alors vous allez dire, les autres ne font pas. On l'a bien compris. Il faut qu'on sorte de notre isolement. Voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde une seconde partie de cet entretien pour parler de votre groupe de réflexion que vous avez créé, qui s'appelle Shalom Salam, et qui organise ce soir en Zoom un webinaire sur le thème « La gauche fracassée par le conflit israélo-palestinien ». Et lorsque vous parlez de la gauche, eh bien c'est surtout la gauche française qui est fracassée par le conflit israélo-palestinien, même si la gauche israélienne, elle a aussi déjà payé, on va dire, un prix lourd pour, d'une certaine manière, s'être égarée quelque part dans sa perception du conflit israélo-palestinien. La gauche, en France, elle est fracassée véritablement par ce conflit? Cher Daniel, je vous laisse le mot « égaré ». La gauche, les gens de gauche, la gauche israélienne, ce sont ceux qui manifestent contre, certains d'entre eux, contre la réforme judiciaire, ceux qu'ils considèrent comme des mesures illibérales, mais ce sont aussi ceux qui vont au front et qui vont défendre leur pays. Ce sont ceux qui ont été tués par le Hamas dans les kibboutz du sud d'Israël le 7 octobre. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question qui nous préoccupe dans notre groupe Shalom Salam, qui touche maintenant des milliers de gens. Parce qu'il faut savoir que grâce au numérique, avec une newsletter en 5 langues aujourd'hui, en arabe, en hébreu, en anglais, en espagnol, en français, nous pouvons toucher des milliers de gens. Et il y a beaucoup de gens, des Libanais, des Iraniens, des Israéliens, des Palestiniens, des Marocains, des Tunisiens, qui se considèrent pas comme des ennemis, qui sont pour la démocratie, qui sont pour une certaine séparation du politique et du religieux. Ça ne veut pas dire que pas l'athéisme, mais que chacun ait le droit de croire ou de ne pas croire comme il l'entend, que les femmes et les hommes soient égales, qu'il y ait la démocratie, la justice sociale. Et donc, ces gens-là, nous essayons de leur donner un lieu d'expression, et surtout, puisque au début nous étions francophones, nous sommes encore principalement francophones, mais maintenant, je vous l'ai dit, nous sommes multilingues. Notre rôle à nous, Shalom Salam, c'est de faire comprendre à un public français, souvent hostile à Israël, ou alors pas forcément hostile à l'existence d'Israël, mais très hostile à la politique israélienne, et qui ne voit les choses que d'un côté,
de dire que c'est plus compliqué que ça. Et c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que ce soir, nous faisons un webinaire avec le député socialiste français Jérôme Guedj, Oui. avec la grande sociologue franco-israélienne Eva Illouz, donc deux personnalités de gauche incontestables, gauche vraiment très à gauche, hein, c'est pas des gens de la gauche modérée, et qui, après le 7 octobre, se sont sentis rejetés par le camp auquel ils avaient consacré leur vie Oui. et leur travail. Et donc, c'est une douleur épouvantable de se sentir rejeté par les siens. Je parle des siens, c'est-à-dire par les gens de gauche de la France, et aussi pour Eva Illouz, qui a une renommée internationale sur les campus américains, dans les universités, européennes. Elle a été rejetée après avoir été aussi pas forcément bien traitée suite à des prises de position ressenties ici comme très très hostiles à Israël et en tout cas au gouvernement. Alors il faut en profiter pour dire que Jérôme Guedj est en Israël. Il arrive en Israël ce matin. Il sera là pour les prochains jours, et que Jérôme Guedj, il faut le souligner, c'est un candidat à l'élection présidentielle pour l'année prochaine. Oui, il est un des premiers finalement à se dévoiler sur le côté gauche de l'échiquier politique. Alors c'est un homme de gauche, moi je ne peux pas parler à sa place, hein, qui a un parcours très particulier. Très particulier. Il a un parcours, il était proche de Jean-Luc Mélenchon, il vient de la gauche, et il y a eu une rupture terrible, alors humainement terrible et plus politiquement, c'est avec Jean-Luc Mélenchon, avec LFI, lorsqu'il a découvert avec horreur qu'il n'était plus considéré comme un socialiste français, mais comme un sioniste, ce qui est péjoratif, comme un juif. Et il a été victime, c'est peut-être le seul homme politique français, ou l'homme politique français, qui a été le plus victime d'attaques personnelles sur à propos de sa judéité. Alors on ne dit pas judéité, mais on dit il est génocidaire, ou on dit il est sioniste, dans un sens péjoratif. Raphaël Glucksmann aussi. Ce sont ces deux candidats qui ne sont pas des juifs très pratiquants, à ma connaissance, hein, et puis qui sont toujours définis comme des hommes politiques français ou des intellectuels français. Quand ils vont dans certaines manifestations de gauche, leur sécurité doit être assurée par un service d'ordre, parce que on les insulte. La permanence de Jérôme Guedj récemment dans l'Essonne a été taguée avec des croix gammées, des choses comme ça. Donc Jérôme va nous raconter ça, et on discutera, et on va essayer de comprendre avec une autre personne, le grand mathématicien Cédric Villani, qui lui appartient à la gauche radicale, mais qui est un homme de gauche radicale, qui connaît Israël, qui a eu d'ailleurs le prix Netanyahou, mais pas de Benjamin Netanyahou, mais le prix de mathématiques du nom de l'oncle de Netanyahou. Donc il connaît Israël, il connaît les Palestiniens, il est dans une position plus dure que celle de Jérôme par rapport à Israël, mais en même temps sans être sur les positions antisémites. Et puis on aura une jeune conseillère de Yair Golan, Chana Orlik, une jeune militante très brillante du Parti Les Démocrates, et qui vient de la France et qui donnera son point de vue. On verra d'ailleurs le fossé, l'incompréhension entre la gauche française, ou une partie de la gauche française, et une partie et la gauche israélienne, qui est patriote, qui défend son pays, etc. Mais c'est vrai que le webinaire s'appelle « La gauche française fracassée par le conflit du Moyen-Orient, par le 7 octobre ». Et c'est vrai qu'il y a des non-dits. C'est ça dont on va discuter, parce qu'il n'y a aucune raison que la gauche française, qui devrait se préoccuper des loyers, des logements, des problèmes assez importants qu'il y a en France, pour le niveau de vie, etc., pour la retraite, pour tout ça, qu'elle soit déchirée au point de se diviser sur une question, sur un conflit qui se déroule à 4000 km de là. Et c'est bien évidemment, on le sait, parce que la France est le pays qui abrite la principale communauté juive de diaspora, avec les États-Unis.
Et la France est un pays qui abrite aussi beaucoup de musulmans. Bon. Mais je pense que Eh bien, ce n'est pas simplement un problème intercommunautaire, voilà, oui. c'est aussi un problème politique. C'est un problème politique, effectivement. Donc, on invite ceux qui le souhaitent à se connecter sur le groupe Shalom Salam pour participer à ce webinaire, donc ce soir à 19h.